Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info. Ce magazine d'analyse d'actualité politique et sociale. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines. Nous les mettons sur la table et nous tentons de leur donner un sens et une forme. Et selon nous, d'où d'ailleurs le thème évocateur. J'aime bien rigoler quand j'ai fait mes annonces parce que mes téléspectateurs se moquent de moi en me disant que c'est une récitation. Non, ce n'est pas une récitation. Laissez-moi terminer ma présentation tout en vous esquissant ce petit sourire. Surtout qu'on est au début, en début de semaine. Ça fait toujours du bien de pouvoir esquisser des sourires parce que vous le savez, le sourire, la joie font partie des médicaments pour le bien-être. Je disais que le thème ou le slogan évocateur de cette émission le stipule bien. Le décrit info, c'est les tempos de l'actu selon notre feeling. Nous avons notre manière de voir les choses qui n'est pas du tout une prophétie. Je ne suis pas un prophète pour que vous disiez oui et amen à tout ce qui se raconte ici. J'expose mes propos et mes arguments aux étant pris de vos critiques parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Grand merci à vous de la confiance que vous n'arrêtez de témoigner à cette émission et à cette chaîne YouTube. Continuez à vous abonner. Invitez vos amis, vos membres des familles à pouvoir s'abonner sur CPL TV. Continuez à liker nos vidéos et à les partager comme vous les faites. Lors du tout dernier décrit, je vous ai promis qu'on va parler prochainement d'un grand scandale qui se passe en ce moment ici au ministère des Mines. Je reviens donc aujourd'hui pour qu'on parle de ces scandales-là. Mais l'actualité politique reste dominée par les interrogations qui continuent à fuser de partout après l'incursion des Bakata Katanga le week-end dernier à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Vous l'avez certainement suivi en plein jour. On a vu des colonnes, des hommes se présentant comme étant les Maïmaï des Mira. Le mouvement des Bakata Katanga avait tenté de prendre d'assaut certains sites stratégiques à Lubumbashi. Ils ont notamment attaqué la prison de la Kassapa. Ils s'en sont pris également au gouvernorat, à la place Moïse Tchombe, et ils ont tenté également de prendre d'assaut la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise. Pourquoi faire? Eux-mêmes le savent. On se pose encore des questions jusqu'aujourd'hui. Comment vous pouvez expliquer que dans un pays sérieux, qui a des services de renseignement et de sécurité, les services d'intelligence, comment ces hommes ont-ils réussi à traverser la ville jusqu'à arriver à Lubumbashi, qui est une grande ville, la deuxième d'ailleurs du pays après Kinshasa? On se pose encore des questions sur ce qui s'est passé. Beaucoup estiment qu'il y a des complicités au niveau des autorités, d'autres fustigent le manque de sérieux de nos services et de nos autorités. En tout cas, toutes ces questions-là doivent être posées parce que on ne peut pas comprendre que dans un pays sérieux, que des hommes armés avec des armes, lourdement armés d'ailleurs, arrivent et traversent une grande ville comme Lubumbashi sans être inquiétés par les forces de défense et les forces de sécurité. La fois dernière, j'ai dit que j'ai l'impression que cette situation est arrivée parce que nous ne nous posons pas de bonnes questions et nous ne prenons pas de bonnes décisions. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il y a moins de mois, nous étions ici dans ce pays, on a vu un mouvement similaire à celui de Bakata Katanga à Lubumbashi. C'était dans la province de l'Ituri et plus précisément à Bunia qui est la capitale de la province. Rappelez-vous qu'il y a eu des miliciens Codeco qui ont traversé la ville de Bunia, sont allés jusqu'au même au niveau du gouvernorat et des négociations ont été ouvertes avec les autorités locales. Au finish, on leur a provisionné, on leur a donné à manger et on a pris les camions des FRDC qui les a transportés et les a ramenés d'où ils sont venus. Je me suis posé la question, comment dans un pays sérieux de rebelles, et aujourd'hui encore ou hier, j'ai lu quelque part que ces mêmes miliciens de Codeco avaient attaqué un village et qu'on parlerait déjà d'une trentaine de morts. Mais ces hommes sont arrivés jusqu'à Bunia, capitale de la province. Aussi curieux que cela puisse paraître, non seulement qu'ils sont arrivés à Bunia, mais sur place à Bunia, ils ont été traités aux petits soins, aux oignons. On leur a donné à manger, on leur a donné la provision et on leur a même facilité le transport. Ils sont montés dans des camions de FRDC et on est allé les déposer je ne sais où. S'il y a un mois, on s'était posé de vraies questions. Pas de débat autour des hommes comme ça se passe ici, autour des structures qui nous mènent droit vers un mur comme le FCC ou les caches. Si les autorités qui dirigent le pays étaient sérieuses et s'étaient posées à cette époque-là des questions importantes,
Ils auraient pu lever des grandes options pour empêcher que ce qui est arrivé à Lubumbashi ne vienne. Mais comme on aime bien des solutions cosmétiques dans ce pays, les gens sont dans des débats ailleurs, des débats de périphérie, sans pour autant entrer en profondeur. On ne s'est pas posé de vraies questions. Et moins d'un mois après, un autre mouvement, cette fois-ci de Bakata Katanga, est arrivé jusqu'à Lubumbashi. Et à Lubumbashi, on parle d'une vingtaine de morts. J'ai également dit, tenté de donner la forme à ça en disant que pour moi, ceci peut résulter de deux choses. La première des choses, il s'agit tout simplement de la menace ou de l'exécution d'une menace proférée à son temps par certains caciques et certains cadres du FCC et de Kabila. Des hommes qui pensaient que c'est eux, la République ne se représente qu'à eux, qui ont peut-être lors des dernières mises en place été mises de côté. On parlait de l'armée, on parle de la police, on parlait de forces de renseignement, on parle du gouvernement, on parle des gens qui ne se sont pas retrouvés et qui veulent donner l'impression qu'ils sont incontournables dans le Katanga. Que pour avoir la paix, il n'y a rien à faire, vous devez passer par nous et vous devez composer avec nous. Ils veulent montrer les muscles et les biceps. Et la deuxième hypothèse qui peut être plausible, c'est celle de se dire, on est dans une politique de la terre brûlée, avec la ESCC, qui veut insécuriser et lancer les chaos un peu partout dans le pays, au fin de démontrer que celui qui est là ne comprend rien, celui qui est là ne fait rien, et que Kabila, lui, avait beaucoup plus de maîtrise que le président qui est là. Ça peut également être une hypothèse plausible de ces hommes du FCC qui nous ont dirigés pendant 18 ans. Je reviens au débat d'aujourd'hui, les amis, parce que je voulais bien qu'on parle d'une situation que je trouve assez ahurissante, que je trouve assez compliquée et même surprenante au ministère des Mines, ici en République démocratique du Congo. Vous le savez que depuis un temps, le président de la République avait donné des instructions formelles au ministre d'arrêter tout mouvement de permutation au niveau de l'administration et même au niveau des entreprises publiques. Les ministres n'ont plus le droit de prendre dans leur cabinet en s'enfermant des décrets, ou plutôt des arrêtés. Il a été demandé, il a été dit que un ministre qui veut prendre un arrêté dans son secteur, il doit d'abord soumettre cet arrêté-là à l'appréciation du Conseil des ministres. Mais comme on est dans un mariage contre nature, qui 2 ans après sa mise en place, ne nous donne pas les signes d'un couple qui travaille en symbiose pour le développement du pays, on a vu des ministres qui n'ont pas respecté la décision du président de la République, en prenant des arrêtés, d'autres même se sont permis de recadrer, de rabrouer le président de la République dans des conférences de presse ici à Kinshasa. Et c'est la situation qui se passe actuellement au ministère des Mines. Les amis, le ministère des Mines, vous le savez, est un grand ministère. L'essentiel aujourd'hui de nos ressources naturelles, l'essentiel du budget de l'État, du financement du budget de l'État provient entre autres du secteur minier. Même si après, en 18 ans, Kabila a complètement détruit ce secteur. Bloomberg, Reuters ont publié des rapports ici pour nous dire que la Gécamine a été saucissonnée et que dans sa façon de faire et de détruire le pays, Kabila avait même des enfants de 14 ans, ce n'est pas moi qui les dis, c'est des rapports qui les disent. Ces enfants de 14 ans qui avaient des carrières miniers. On a saucissonné les gisements de la Gécamine, on a partagé ça comme des petits pains. Donc le secteur des mines est un secteur important, même si moi je reste convaincu que le développement de ce pays, on doit délocaliser l'essentiel de nos revenus parce que 80% de ce pays est composé de terres arables. Si nous sommes sérieux, on peut migrer vers d'autres ressources naturelles, notamment l'agriculture. Le Congo à lui seul peut nourrir l'Afrique. Quand vous êtes à Lubumbashi, pour que nos frères mangent correctement les boukari comme ils appellent chez eux, ils doivent aller acheter les semoules de maïs en Zambie. C'est quand même grave. Alors qu'on a 80% de terres arables ici chez nous. C'est quand même grave.
Nous avons des secteurs qui peuvent aujourd'hui produire sérieusement, comme le tourisme. On a tellement de sites touristiques ici dans notre pays. On a des espèces rares, des espèces qu'on retrouve que ici au Congo, comme l'okapi par exemple. Comme les bonobos qui vivent ici chez nous. Mais l'insécurité, le manque de sérieux et de vision de notre part font qu'aujourd'hui, on ne peut pas développer ces secteurs-là. Parce que tout le monde a les yeux braqués vers le Katanga, les mines de Kolwezi, de là-bas. Alors que nous avons plusieurs autres secteurs de la vie qui peuvent nous produire énormément d'argent. Je reviens sur le ministère des Mines. Je disais que c'était un ministère d'extrême importance dans la configuration actuelle. Les amis, le ministère des Mines est organisé et il a des services à son sein. Aux côtés des secrétariats généraux, vous avez des services comme le cadastre minier. Le cadastre minier, c'est un peu comme les affaires foncières, mais des mines. Vous avez des services comme le CEC, le Centre d'évaluation et d'expertise des matières précieuses et semi-précieuses et tout ça. Où vous avez, comme DG Pascal Niembo, vous avez les CAMAP. Et c'est là que nous allons d'ailleurs concentrer l'essentiel de notre débat aujourd'hui, qui s'occupe de l'artisanat minier. Vous avez les CTPM, et vous avez le Fonds minier pour le futur et l'autorité de régulation, qui sont des structures qui ne sont pas encore fonctionnelles aujourd'hui, mais qui ont été mises en place. Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il arrive au pouvoir en 1997, il se rend compte d'une situation désastreuse. C'était quoi la situation? Kabila s'est rendu compte qu'il y avait, à travers le pays, beaucoup d'endroits où il y avait des exploitants miniers artisanaux. Il y avait des dragues à Chikapa, il y avait des dragues à Lungoudi, il y avait des dragues un peu partout dans le pays où les gens exploitaient de manière artisanale des gisements et des carrés miniers. Malheureusement, Kabila va se rendre compte, je ne parle pas de Kabila Joseph, je parle de Kabila Laurent Désiré. Il va se rendre compte que ces exploitations artisanales n'apportaient rien aux communautés de base. Les gens venaient, ils creusaient des trous, ils prenaient des matières premières, ils allaient vendre et s'organiser ailleurs. Et là où ils ont puisé les matières premières, ils laissaient des trous sans aucun apport pour les communautés de base. Je vous ai toujours dit que j'ai beaucoup de respect pour Laurent Désiré Kabila, contrairement à ses successeurs. Kabila, j'ai toujours contesté son titre de héros national parce que je pense que c'est un peu une tricherie, une escroquerie contre l'histoire de faire de Kabila un héros national. Parce que j'estime que Kabila, Laurent, la guerre de l'AFDEL qu'il a menée, ce n'était pas une guerre de libération, c'était une guerre d'occupation. Lisez les manuels d'histoire et même les documentaires célèbres de Arnaud Zaekman qui expliquent que la guerre plutôt de 97 était une guerre conçue dans les officines rwando-burundais et ougandaises. Chacun d'eux avait des préoccupations par rapport à ces territoires. Le Rwanda, c'était de repousser les Interamwe vers l'intérieur du Congo en les éloignant vers ses frontières. L'Ouganda, même, au-delà de ça, ils avaient également des visées de contrôler les aspects miniers et les aspects richesses de la RDC. Et ils ont conçu leur guerre contre la RDC. Mais il fallait nationaliser, congoliser d'une certaine manière la guerre. Et ils sont allés chercher Laurent Désiré Kabila en acceptant de jouer un peu à la marionnette pour les forces étrangères qui vont rentrer ici chez nous. Mais j'ai dit que Kabila a quand même eu le mérite que lorsqu'il arrive et qu'il se rend compte que ces hommes qui l'ont utilisé n'étaient pas sérieux, pour l'amour du pays, Kabila a pris des décisions courageuses en chassant le Rwandais de la RDC. Et Kabila a réussi à inscrire son nom en lettres d'or dans le cœur des Congolais par le patriotisme qu'il a démontré pendant son court mandat. Il a mis en place des idées ingénieuses comme le service national, comme les cantines populaires. On lui doit du respect à mon point de vue, une reconnaissance, mais de là à faire de lui un héros national et faire croire à l'opinion que la Kabila a mené une guerre de libération du Congo, moi je suis contre ça. Alors malheureusement, lorsqu'il décède, son héritage aujourd'hui est galvaudé. L'idéologie de Kabila est dans la rue. Ceux qui l'ont succédé, ses fils biologiques et ses fils idéologiques,
n'ont pas su incarner les valeurs de Kabila. Kabila, c'était un patriote, un homme qui avait un détachement pour les moyens, pour l'argent, pour l'enrichissement. Mais ceux qui l'ont succédé se sont construits de véritables empires financiers et n'ont rien de l'idéologie de M. Laurent Désiré Kabila. Je reviens sur ce que je disais. Laurent Désiré Kabila va se rendre compte de cette anarchie. Il va décider de mener une expérience. Une expérience pour l'encadrement de l'artisanat minier. Il dit, mettons en place des structures pour permettre aux communautés de base de pouvoir bénéficier de l'extraction des mines dans leur coin. Et mes informations annoncent qu'à cette époque-là, il va lancer une expérimentation avec notamment M. Kazadi Niembo. Laurent Désiré Kabila va créer un cadre pour mettre en place un comité interministériel au fin de gérer l'artisanat minier et permettre aux communautés de base de pouvoir bénéficier de l'activité minière dans leur coin. Une première expérience est lancée à ce moment-là à Tchikapa et ça produit les fruits parce que l'argent qui sortait de l'artisanat minier a permis, par exemple, de moderniser les hôpitaux à Tchikapa. C'était une idée ingénieuse. Mais lorsque Kabila décède, Joseph Kabila vient. Il trouve que cette idée-là était ingénieuse. Il transforme cela en un service. Le service d'encadrement et de l'exploitation de l'artisanat minier. Ce qu'on appelle à cette époque-là SAESCAM. Le SAESCAM avait à cette époque-là pour mission de canaliser la production dans les circuits officiels. Parce qu'avant, l'artisanat minier ne produisait que pour des personnes qui les exploitaient. Mais on a décidé de canaliser la production vers les circuits officiels, de réaliser les projets de développement pour les communautés de base, au fin de créer une classe moyenne. Mais lorsque Kaboué Loulou arrive, le tout-puissant ministre des Mines, qui a régné plus de 10 ans comme ministre des Mines, le Palou Kaboué Loulou, il va proposer une réforme. Et on passe de SAESCAM à, on crée ce qu'on appelle SAEMAP. Là, c'est sur l'initiative de l'ancien ministre des Mines, M. Martin Kaboué Loulou. Mais lorsqu'on crée les SAEMAP pour nommer les animateurs, Joseph Kabila va prendre une ordonnance. L'ordonnance numéro 18/140 du 27 décembre 2018. Il nomme les animateurs des SAEMAP. Il nomme notamment plusieurs animateurs. Il nomme M. Guillaume Kiza, directeur général des SAEMAP. M. Malik, qui est nommé directeur général adjoint chargé des techniques. M. Didier Seka est nommé directeur général adjoint chargé de l'administration et des finances. Donc, ces trois hommes sont nommés au mois de décembre 2018. C'était parmi les dernières ordonnances que Kabila a prises avant de quitter le pouvoir. Hein. Il nomme ces trois hommes pour animer les SAEMAP. Mais lorsqu'on arrive en 2020 ici, un événement malheureux va se produire. Monsieur Guillaume Kiza, qui était directeur général, adjoint, plutôt directeur général des SAEMAP, décède. Il trouve la mort. Il faut le remplacer. Les amis, c'est là le nœud du problème. Le manque de sérieux, le manque de respect des engagements, le manque de respect des instructions. Aussi bizarre que cela puisse paraître, le ministre des Mines, M. Willy Kitobo, le FCC Willy Kitobo, va prendre un arrêté. La loi est claire en matière d'intérim. Lorsque Guillaume Kiza décède, lui qui est directeur général, celui qui vient juste après lui en termes de préséance fait l'intérim en attendant une autre ordonnance. Mais Willy Kitobo, ministre des Mines, contre l'avis du gouvernement qui a demandé à ce qu'avant de prendre un arrêté, il faut absolument se référer au Conseil des ministres.
contre les règles de l'art. Il prend un arrêté, nommant à ce moment-là Monsieur Malik, qui était directeur général adjoint, il élève au rang de directeur général, ce qui était d'ailleurs normal parce que l'homme devait faire l'intérim. Mais plus grave encore, dans son décret, Willy Kitobo, lui, décide de nommer un directeur général adjoint, les amis. Est-ce qu'on se rend compte? Nous sommes en 2018. Kabila prend une ordonnance dans une structure. Il nomme un directeur général et 2 directeurs généraux adjoints. En 2020, le directeur général décède. Son adjoint, le plus précédent, doit faire l'intérim. Mais le FCC Willy Kitobo, lui, prend une décision dans laquelle il va nommer l'adjoint directeur général et il nomme dans son arrêté un directeur général adjoint. Alors que l'équipe qui est là est bénéficiaire d'une ordonnance présidentielle. Et l'arrêté du ministre dit sont abrogées toutes les dispositions antérieures à cette décision. Dans ce pays, un arrêté, une décision d'un ministre peut abroger une ordonnance présidentielle. Les gens qui sont là ont été nommés sur ordonnance présidentielle. Voici que le ministre Willy Kitobo, lui aussi, vient de nommer les gens, abrogeant de fait l'ordonnance présidentielle prise par le président de la République. Il nomme comme adjoint M. Katui Kandolo Christian. Mais ça fait un peu remous au niveau de SAEMAP. Parce que selon les informations, M. Katui Kandolo Christian serait en même temps mandataire, directeur général d'un institut supérieur de l'État à Kolwezi dans le Katanga. Ou à Likasi, si ma mémoire ne me trahit pas. Je peux retrouver les traces des ordonnances parce que, attendez, je peux retrouver les traces des ordonnances, nommant le même M. Christian Katui Kawala, arrêté ministériel plutôt, portant désignation et nomination des membres du comité de gestion de l'Institut supérieur pédagogique et technique de Likasi. Il est à la fois bénéficiaire d'un arrêté pris par le ministre de l'enseignement supérieur. Le nommant comme étant, attends, je retrouve son nom, le nommant comme directeur général de l'Institut supérieur et pédagogique et technique de l'ICASI, mais ici, il bénéficie contre la loi d'un autre arrêté, le nommant directeur général adjoint de SAEMAP, pris à ce moment-là par le ministre des Mines. Et plus grave encore, j'ai vu ce communiqué qui m'a fait rire. Un communiqué signé par M. Malik Ndoula, directeur général AI. Lui-même, il est bénéficiaire de la décision du ministre. Il signe un communiqué, la direction générale du SAEMAP porte à la connaissance de l'ensemble du personnel, tralala, tralala, que consécutivement aux arrêtés numéro 00200, 49 bar CAB mine, bar 2020, du 15 septembre de son excellence, monsieur le ministre des Mines, autorité hiérarchique du SAEMAP, ont été désignés aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. Monsieur le ministre prend un arrêté nommant le membre d'une structure qui en principe devait être nommé sur ordonnance présidentielle. Monsieur le ministre prend un arrêté nommant les membres d'une structure abrogeant de fait une ordonnance prise par le président de la République. Parce que la lettre et l'éclair ont été désignés des personnes au regard de leur nom. Il donne l'intérim de SAEMAP à M. Malik Ndoula et il nomme de ce fait M. Katuika Ndoloa Christian comme directeur général adjoint chargé des techniques et développement intégré ad intérim. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ces hommes devraient être nommés sur ordonnance présidentielle. Et voici un peu une sorte de tricherie parce qu'il dit directeur général adjoint chargé des techniques de développement intégré ad intérim. L'intérim est assumé par des personnes qui viennent jusque derrière la personne pour laquelle on est censé assumer l'intérim. Mais ici, le ministre prend une personne étrangère qui l'amène, qui l'élève au rang du directeur général adjoint. Crachant ici sur une ordonnance présidentielle. Les amis, ceci est tout simplement la preuve du désordre dans lequel l'administration de la RDC baigne aujourd'hui. Ceci est tout simplement la preuve de la complication de la vie
de ce mariage contre nature entre le FCC et le Cash. Ça fait 2 ans qu'ils sont là, le gars. Dites-moi qu'est-ce qu'ils ont fait. Dites-moi. À part les polémiques, Félix a fait, Kabila a fait. Yémé a dit, tel a dit, Béton a dit. Le pays va mal, le pays sombre, le gars. Eux, ils sont au pouvoir depuis 2 ans. J'ai suivi un président de la Ligue, ou je sais pas moi, du Parlement debout de l'UDPS, qui crie, j'en ai marre. Un cri d'alarme est lancé. La situation dans le pays va de mal en pire. La situation se complique davantage. Davantage. Alors que ce mariage contre nature entre le FCC et le Cash ne nous apporte absolument rien, le gars. Rien, absolument rien. Voici les dysfonctionnements d'un État anormal. Un ministre va prendre un arrêté abrogeant une ordonnance présidentielle. Le ministre Willy Kitobo, ministre des Mines, qui a nommé les animateurs de SAEMAP. C'est extrêmement grave et compliqué, le gars. C'est extrêmement grave. Mais le ministre des Mines n'est pas son premier coup. Déjà, avant de procéder à la nomination au niveau du SAEMAP, il avait fait un autre scandale. J'ai d'ailleurs l'article avec moi. L'article publié par notre confrère Innocent Olenga le 23 septembre dernier. Voici le titre de l'article. Ministère des Mines, la mise en place de Willy Kitobo crée des remous au secrétariat général. Je vais vous lire quelques extraits de cet article. Le ministre des Mines, Willy Kitobo, a pris un arrêté le 15 septembre dernier portant restructuration de la mise en place des directeurs et chefs de service du secrétariat général des Mines dans quelques provinces de la RDC. Au total, 13 directeurs et chefs de service sont concernés par cette nouvelle mise en place. Mais seulement des remous sont susceptibles dans l'administration des mines où les ministres et son secrétaire général sont accusés à tort ou à raison non seulement des violations de la procédure et des instructions du Conseil des ministres, mais aussi de népotisme et de clientélisme. Ce n'est pas moi, c'est l'article des Scoop RDC qui le dit. Je suis en train de rendre un article. En effet, lors du 47e Conseil des ministres du 4 septembre dernier, évoquant les besoins pour lui de signer dans les délais des différents arrêtés relevant de sa compétence, à travers les textes en vigueur, le ministre des Mines avait sollicité une dérogation à la règle obligeant chaque ministre de soumettre avant sa signature de tout arrêté ministériel à l'approbation de celui-ci par le Conseil des ministres. Mais après débat et délibération, le Conseil des ministres avait décidé de ne pas déroger à cette règle édictée par le Premier ministre, de soumettre pareil acte réglementaire à la délibération du Conseil des ministres, et ce, pour assurer un égal traitement entre les membres du gouvernement. Mais voilà que le 15, soit 11 jours après que Willy Kitobo a signé son arrêté de restructuration, qui n'est fait que de nomination, c'est-à-dire qu'ici, le ministre va même à l'encontre d'une décision de sa hiérarchie. Il nomme des mandataires au niveau du SAEMAP. Et d'abord là-bas, il y a des remous parce que la plupart des hommes qui ont été nommés sont originaires d'une seule province, le Katanga. L'équilibre géopolitique, l'équilibre ethnique n'est pas respecté. Mais il n'est pas dans son premier coup. Cet article vous démontre qu'il a même décidé d'aller à l'encontre d'une décision prise au Conseil des ministres, en faisant des permutations, une nouvelle mise en place au niveau du secrétariat général. Et ici, Scoop RDC démontre que cette mise en place ne respecte pas la loi, ne respecte pas les instructions prises par le Conseil des ministres. La preuve de la fragilité, de la légèreté avec lesquelles ce mariage contre nature entre le FCC et le Cash conduit le pays, les amis. Chacun veut placer ses hommes au détriment de la population, au détriment des instructions. On conteste les instructions du président de la République. On vole le président de la République sous son nez et sous sa barbe. On abroge une ordonnance présidentielle par un arrêté. C'est ça le mariage du siècle, les amis. Sinon, comment vous pouvez expliquer de tels comportements dans un pays qui se veut démocratique et sérieux? L'objectif
et que chacun veut placer ses hommes. Et comme il m'a nommé, tu vois le village, la famille, l'entourage, tout le monde dire, et comme il peut tourner à Bissau. Et pour satisfaire son entourage, on est prêt à aller en dehors des décisions prises par le Conseil des ministres, par le président de la République, les amis. Nous sommes mal barrés avec ces hommes qui sont au pouvoir. Nos besoins les plus élémentaires, ils ne s'en occupent pas du tout. Ils sont ailleurs. On va de violation en violation, des attaques en attaque, des problèmes en problème. Dans le fond, c'est pourquoi ils sont arrivés au pouvoir. Quelle est la situation de l'électricité? Quelle est la situation de l'eau? La vie sociale, les conditions socio-économiques de la population. Ça fait presque 2 ans qu'ils sont là. Qu'ils nous fassent un bilan, les amis. Non. À la place, il faut tordre le cou aux principes et aux règles. Tordre le cou aux décisions prises par le Conseil des ministres aux fins de caser les proches. Aussi surprenant que cela puisse paraître, on est dans un pays où un arrêté d'un ministre peut abroger une ordonnance présidentielle. C'est très grave. C'est très grave. Lorsque je vous dis que chaque jour qui passe, moi, je deviens dubitatif, je commence à me dire que on fonce droit vers un mur et, curieusement, les gens qui sont à la machine, au lieu de s'en rendre compte, ils appuient sur l'accélérateur pour accélérer notre malheur avec des situations comme ça. Un ministre qui nomme les responsables d'une structure préalablement nommée par le président de la République. Il prend un arrêté et quand vous lisez l'arrêté, il dit toute décision antérieure à la présente est abrogée. Donc lui, par son arrêté, il abroge une ordonnance prise par le président de la République. Et on laisse passer ça. La République du gangstérisme. On est en plein dedans. Bienvenue à la République des médiocres. Comme le disait Laurent Mosengo Passigna ou encore Modeste Mutinga Mutuchai dans son livre lorsqu'il parle de la République des inconscients. Les défis qui nous attendent, les amis, sont énormes. J'ai toujours dit que le salut de ce pays ne viendra pas par ces hommes qui sont au pouvoir. C'est comme de la sorcellerie, c'est comme de l'envoûtement. J'ai l'impression qu'une fois dans mon pays, quand on arrive au pouvoir, on oublie le combat pour lequel on s'est battu toute sa vie. On oublie les promesses et les discours qu'on tenait avant. On se laisse aller dévoyer par le goût du miel, du pouvoir dans lequel on est désormais. Et les besoins les plus élémentaires de la population. Ce pourquoi le public, le peuple vous a amené au pouvoir, on ne s'en occupe pas. On met sa famille à l'abri du besoin et on se met soi-même à l'abri du besoin au détriment du plus grand nombre. C'est ça le malheur de ces pays. Nous avons la chance d'avoir le Congo comme pays. Dieu nous a tout donné, mais le Congo a la malchance de nous avoir comme peuple. Le Congo n'est pas heureux, sincèrement, de nous avoir comme peuple. Les amis, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'ai été heureux de vous présenter cette émission une fois de plus dans des conditions compliquées parce qu'il n'y a pas de courant. Vous voyez que nous transpirons de temps en temps. Il n'y a pas de courant et nous travaillons sous groupe. On ne peut donc pas allumer les climatiseurs dans ces conditions. C'est pourquoi on transpire comme ça, comme vous le voyez là. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Je l'essaierai également de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Il ne me reste plus qu'à vous demander de ne pas perdre espoir et de travailler pour le développement et l'émergence de ce pays. Prenez soin, prenez très bien soin de vous, car vous le savez si bien que chaque jour compte et chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.